Vers la fin du XIXe siècle, un grand nombre d'émigrants fuient les persécutions ottomanes du Proche-Orient pour se rendre en Amérique du Sud où les possibilités sont plus alléchantes. Certains, souvent par pur hasard, débarquent en Haïti, ancienne colonie française et le pays le plus singulier des Amériques. Née d'une révolte d'esclaves, elle conquiert son indépendance de la France en 1804, devenant ainsi la première république noire du Nouveau Monde. En 1890, c'est à Port-au-Prince, capitale de cette nouvelle nation, que débarque le premier groupe de chrétiens orientaux en provenance du Liban. Ils s'installent tant bien que mal au bord de mer, centre commercial du pays. La population locale les appelle des Syriens. Le bord de mer de Port-au-Prince est le havre des grandes maisons d'importation du pays. À l'époque coloniale, le marché aux esclaves était installé dans cette aire bouillonnante d'activité. C'est dans ce carré commercial que les Arabes fraîchement débarqués feront leurs premiers pas. Au fil des ans, le bord de mer connaît un important essor économique. De 1950 et jusque dans les années 80, Haïti connaît l'âge d'or de son tourisme. Une situation qui a changé du tout au tout au cours des 20 dernières années, qui ont vu le pays s'enliser dans une crise politique sans fin qui aujourd'hui menace l'existence même du pays. On n'ose plus fréquenter le bord de mer, premièrement parce que c'est même pas hygiénique de le faire actuellement. Moi-même personnellement, bord mais ça, je ne vais pas reconnaître. Et je ne vais pas venir ici à seul, je dis franchement. Parce que même descendre matin, je descends dans le grand ou il va comme ça. Je ne vais pas reconnaître rien. Moi, je suis mal passé devant la belle créole. Là, nous stage là. Je ne vais pas reconnaître, je ne vais pas la belle créole encore. Le bord de mer était vraiment différent que ce qu'on voit là maintenant. C'était plus propre, il y avait plus d'ordre, il y avait moins de personnes dans les rues. Et le gouvernement faisait toujours des nettoyages. Et le soir, il y avait de la lumière, que maintenant rien n'existe de tout ça. Et oui, tu places la commande. Ok, je vais essayer, madame. Ok, madame, on va mettre au four pour vous. Je vous en prie. 2 douzaines d'arbres, 2 douzaines fromage, 2 douzaines l'oseille, 2 douzaines mamoule, 1 mousse. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Miss Auguste, c'est prêt pour moi? Oui, mesdames, tu parles? Oui. Madame Blanche. Ok. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine, Madame Boulogne. Aux crises politiques successives du pays viennent s'ajouter une explosion démographique incontrôlée. Et si dans les années 60, la capitale comptait quelques 450 000 habitants, aujourd'hui Port-au-Prince croule sous le poids de plus de 2,5 millions d'âmes avec un taux de chômage qui atteint les 60%. Ok, bye bye. L'insalubrité, l'absence d'hygiène et le congestionnement du bord de mer sont autant de raisons qui ont poussé bon nombre de familles commerçantes à fuir vers les hauteurs de Pétionville. Par le passé, ces négociants habitaient de spacieux appartements à l'étage de leurs magasins. Aujourd'hui, ces demeures abritent des dépôts et ont perdu tout leur charme.
Mais les vieilles habitudes ont la vie dure et les plus nostalgiques continuent de se rencontrer à l'occasion dans les vastes arrière-cours des magasins jadis somptueux du bord de mer. أو آيتي كما يسميها أهلها بلغتهم المحلية الكريول، وتعني أرض الجبال العالية. هايتي مشهورة بزراعة البن وقصب السكر، ولكنها تعد واحدة من أفقر دول العالم. لذلك لم يخطر ببالنا أن تكون هايتي غاية أي مهاجر عربي بقصد العمل. الجالية العربية كانت قد هاجرت إليها منذ عقود من الزمن. قصدها السوريون في العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي، ومن ثم توالى عليها بعض الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين يعملون في التجارة، وكعادتهم أبدع العرب فيها فكونوا مجتمعا خاصا بهم داخل المجتمع الهايتي. جوزيف فرح من قرية بملكي قرب طرطوس الساحلية في سوريا، أرسله والده إلى هايتي وهو في 13 من العمر ليعيش عند أخته الكبرى. Pas bien. Le séjour a été fructueux. Et combien de temps as-tu passé là-bas? Oh, un mois. Un mois, on a fait le Liban, la Syrie, que j'adore. Que j'adore. Plus spécifiquement parce que ça me rappelle le Port-au-Prince dans le temps. Les indépendances d'Amérique latine ne se ressemblent pas. La nôtre, et je dirais la plus belle, parce qu'elle a été vraiment arrachée aux Français, au prix de notre sang, au prix de l'intelligence de ces mulâtres qui se sont mis avec les Noirs et qui ont enfin compris qu'ils ne seraient jamais considérés comme des Blancs par leur père naturel qui était le Blanc et qui les avait eus de l'esclave. Et c'est tellement vrai, quand on parle de Haïti, on ne parle pas de république métissée, on dit la République noire. Et nous devons revendiquer parce que, à l'étranger, we are black. Quel que soit notre degré de mulâtrerie, de grimauderie ou n'importe, nous sommes des blacks. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une affaire classée. Nous sommes une république noire. Je crois que ça relève un petit peu du même état d'esprit. Nos premières constitutions sont très claires. L'haïtien, par définition, est d'origine africaine. Tandis que des Français ou des Allemands ou des Italiens qui viendront en Haïti, comme ils iront partout à travers l'Amérique, et du Nord et du Sud pendant tout le 19e et le 20e siècle, ils ne pourront jamais devenir ce qu'on appelle un citoyen haïtien d'origine, du fait de leur origine, disons, caucasienne, du fait qu'ils sont blancs. Il faut essayer de comprendre l'histoire de la nation haïtienne, moi je pense. Et il faut comprendre que c'est un pays qui a démarré difficilement, c'est-à-dire qui a été mis à l'écart et par les autres pays, par les grandes puissances d'alors, la France, l'Angleterre. Et nous avons vécu pendant longtemps dans l'ostracisme. De ce fait, les Haïtiens ont essayé de reprendre le contrôle économique parce qu'ils ont gagné l'indépendance, c'est vrai. Ils ont pu reprendre le pays sur le plan politique. Mais sur le plan économique, ils n'ont jamais pu avoir une indépendance réellement. Jusqu'en 1865, après la guerre de sécession, même les États-Unis, qui avaient aidé Toussaint Louverture, ne nous avaient pas reconnus. Donc nous avons été un mauvais exemple pour ces gens qui étaient tous des esclavagistes. Donc tous les pays nous ont ostracisés. Mais l'Allemagne a eu l'intelligence de venir commercer avec cette jeune nation, d'acheter nos denrées, d'acheter ce qui nous restait, d'acheter notre café, d'acheter notre sucre, et de nous envoyer des fils célibataires. Et ces célibataires se sont unis à la très haute bourgeoisie haïtienne, issus, n'est-ce pas, des affranchis pour la plupart, et ils ont fondé toutes ces familles, les Hirsch, les Hemke, les Frisch, etc., etc. Faire du commerce ne s'improvise pas.
je crois. Il faut des clients, il faut l'accès à des capitaux, il faut un réseau de relations dans les pays étrangers. Et vous comprenez bien que toute cette masse d'anciens esclaves arrivés à la liberté en 1804 ne disposait pas de ces différents éléments. Donc, pour commercer avec l'étranger, il a bien fallu passer, il fallait bien que le pays vive, donc qu'il produise et qu'il exporte. Donc, on a dû passer par des intermédiaires étrangers qui se sont au fur et à mesure installés dans le pays et qui sont venus, je dirais, a priori, pour faire du commerce. On a accepté donc que les étrangers reviennent et les étrangers sont revenus très vite. Depuis 1804, il y a des Américains, il y a des Anglais, on fait le commerce avec eux, mais en leur gardant un statut tout à fait particulier. Et notamment donc le refus de l'accès à la nationalité haïtienne. Au fil du temps, on a créé en fait une citoyenneté à double vitesse, les Haïtiens d'origine et les Haïtiens tout court. L'Haïtien d'origine étant par définition africain. Quand on parle de la communauté libano-syrienne, on a tendance aujourd'hui à voir des propriétaires de supermarchés, des industriels très riches. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, il ne s'agissait pas de ça du tout. Et c'est une communauté qui est arrivée ici et qui était très pauvre. C'est peut-être un choc culturel de voir des Blancs aussi pauvres et je crois qu'une partie du rejet vient de ça. La classe mulâtre qui se considérait claire était étonnée d'avoir des gens encore plus clairs, plus blancs et qui ne parlaient pas français et qui pourraient donner un mauvais exemple au peuple parce que le peuple avait une admiration de cette élite mulâtre qui parlait français et qu'ils ne parlaient pas. Les Arabes n'ont pas eu la tâche facile. Premièrement, ils sont arrivés visiblement très pauvres. Avec leur fameuse boîte dans le dos, c'est-à-dire que dans une boîte, dans une espèce de sacoche, un sac à dos, ils avaient à peu près tous leurs biens. Ils ont été même au fin fond des provinces pour proposer leurs marchandises. À cette époque, le colportage et le porte-à-porte étaient interdits aux étrangers. C'est ce qui a soulevé toute cette campagne anti-syrienne. Et puis, ce qui a surtout choqué les Haïtiens, c'était le fait qu'ils dormaient en pleine rue, sur les places publiques, et aussi qu'ils étalaient leurs articles dans les rues, ce qui était à cette époque-là très inhabituel. Les premiers arrivés de cette colonie-là ne s'exprimaient pas autre qu'en arabe et très peu de créole. Ceux qui parlaient français, c'était l'exception. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et l'haïtien, avec sa culture sortie justement de l'Europe, était considéré parlant français comme un élément supérieur. Ma mère était une francophone vraiment extrême. Elle n'acceptait pas qu'on parle le créole. Et elle me disait, j'ai de bonnes relations avec eux, mais je ne veux pas que tu les fréquentes à cause du créole. Et de plus, elle ajoutait, ne va pas chez eux, tu vois, ils n'ont pas de rideaux. Parce qu'en ce temps-là, la tradition sociale, c'était d'avoir des rideaux chez soi. Chez nous, on refusait qu'on parle le créole pour parler bien français, pour plaire à la société. Pour s'intégrer, justement. C'est certain. Chez moi, on parlait arabe, mais j'ai jamais appris. On parlait anglais. Quand on ne voulait pas que mon père comprenne, on parlait espagnol. Donc, c'était un mélange, si tu veux, de tout. Et moi, ma réaction face aux préjugés que j'ai rencontrés depuis ma tendre enfance, même au jardin d'enfants, était qu'il fallait que je parle français mieux que tout le monde pour qu'on ne m'appelle plus Youn. Chez moi, on parlait l'anglais, le français, le créole, l'arabe, l'espagnol, ça dépendait. Mais comme enfant sensible, j'ai beaucoup souffert.
les préjugés, j'ai été traumatisé. Je me suis senti sans identité. Les Haïtiens me disaient que je n'étais pas haïtien, parce que j'étais un blanc. Les préjugés de couleur, il y avait beaucoup de préjugés de couleur, parce que le gouvernement Duvalier voulait régler ses affaires politiques. C'est une question de couleur. Alors moi, j'étais pris, nous étions pris entre le jeu. Mais pour chaque génération, c'était plus facile parce qu'on combattait, on luttait. Alors en Haïti, on est très haïtien parce qu'on est blanc. J'étais aux États-Unis à 15 ans, 16 ans, je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de préjugés de couleur. Je ne parlais pas bien l'anglais, on m'a dit. Vous n'êtes pas américain. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis haïtien. Vous n'êtes pas haïtien, vous êtes blanc. Mais on m'a toujours appris de ne jamais, jamais, jamais rougir de mes origines. Et j'ai jamais eu honte de dire, en fait, qui j'étais et d'où je venais. Mais je crois que parmi tous les enfants de ma famille, j'ai été la moins traumatisée par cette différence. À l'école, on nous faisait la vie misérable. Misérable à l'école. On nous insultait, on nous maltraitait, les enfants, guidés par leurs parents, naturellement. Moi, à l'école, on m'appelait fils d'arabe, fils de chien, fils de contrebandier. Qu'est-ce que vous faites venir faire à l'école? Vous allez vendre des tissus. Alors les préjugés ont vraiment continué, ça m'a beaucoup traumatisé et blessé. Et c'est pourquoi moi je suis contre toute forme de racisme. Et le problème des Arabes aussi, quand ils ont commencé, on les appelait Arabes boîte sous dos, Arabes manger couleuvre. Et aujourd'hui, un plat de couleuvre, c'est un plat gourmet actuellement aux États-Unis qui coûte très cher. Ils étaient un peu repoussés des familles haïtiennes. Et c'est le monde qui gagne pile fierté. Je dis, mon cher, si vous-même ou pas voulez nous, c'est pas nous qui pouvons le vouloir. Je peux vous dire, quand j'ai commencé à travailler, moi-même, c'était dans les années 42, 45, j'étais jeune, mon père m'a mis très jeune au commerce. Le paysan arrivait à Port-au-Prince, enfin, et sans souliers, et si la police le rencontrait dans la rue, il l'arrêtait. Et ils avaient même peur de rentrer dans les magasins. Donc le Syrien, lui, il a pour employer un mot créole, il caressait le paysan haïtien pour le faire acheter. Ce que, enfin, les autres commerçants ou français ou allemands ne faisaient nullement. Ouais, parce que il y avait quand même ce préjugé du français et de l'allemand, enfin, comme étant supérieur à l'haïtien. Chose qui n'existait pas dans la mentalité syrienne. Par exemple, quand ils venaient acheter chez nous, nous leur offrons du café, des biscuits, de l'eau. On s'occupait d'eux. On s'occupait très bien d'eux. Par exemple, avant de commencer à acheter, ils comptaient leur argent, ils préparaient l'argent et on leur offrait tout ça. On les traitait d'égal à égal, ce qu'ils ne trouvaient pas dans beaucoup de magasins. Mais chez l'arabe, ils étaient sûrs d'être traités d'égal à égal. أنا صار في هايتي من سنة 1962 تقريبا 43 سنة. أما محمد الأطرش فقد جاء إلى هنا زائرا قبل 16 عاما، وها هو الآن متمكن من اللغة المحلية ويعمل في التجارة. وعلي حسين قدم إلى هايتي من العراق قبل 16 عاما، وإن كان قلبه ما زال ينبض بين النهرين. حياة صعبة يعيشها أفراد هذه الجالية في مجتمع غريب لا يشاطرهم فيه حتى القليل. يقضون يومهم في عملهم وبقيته سجناء في بيوتهم. في الحقيقة هايتي بلد يعني صعب الخروج فيها، يعني وأنا بالشغل طول الوقت، يعني 7 أيام في الأسبوع. بس الحمد لله مع العرب الجالية العربية يعني نقدر نسوي عليه، يعني مثلا نجتمع بالأعياد والمناسبات الدينية،
ونعلم أولادنا تقاليدنا وديننا. Pour contrecarrer les bourgeois dits mulâtres et qui exerçaient une prépondérance à cette époque, François Duvalier a plutôt privilégié les commerçants arabes et à qui il a ouvert un peu plus le commerce et aussi l'industrie dans le pays. Bon, le terme boîte Lando, il est repris sporadiquement comme ça. Bon, je crois que dans le monde de la politique, on a souvent l'invective ou l'insulte à la bouche contre tout ce qui peut représenter un danger. Je dirais, quand je parle de danger, je parle de danger pour le politique de perdre son pouvoir politique. Donc ce sont des expressions très méprisantes qui sont reprises en essayant de réagiter, je dirais, des vieux sentiments qui pour moi ne peuvent rien apporter de positif au pays, alors qu'il a besoin justement de tous ses fils actuellement pour essayer de sortir de l'impasse où il se trouve maintenant. Je ne comprends pas que les gens reviennent avec ces concepts éculés de arabe boitando ou bien de un tel c'est mulâtre ou bien un tel. Nous sommes tous des noirs. Nous sommes tous des noirs, plus ou moins clairs, mais nous sommes tous des noirs. De même que nous sommes tous des haïtiens. Ne croyez pas que tout a changé. Tout n'a pas changé, il y a beaucoup de progrès. Comme vous le disiez tout à l'heure, la discrimination entre les Arabes eux-mêmes. Vous savez, une discrimination de classe et même de couleur. Parce que les Arabes qui ont épousé les Noirs et tout cela, pour certains Arabes, ne sont pas acceptés à 100%. En Haïti, vous avez ces problèmes? Non, il y avait. Ça a totalement disparu. Tout était péjoratif. Lorsqu'on vous appelait Syrien, c'était péjoratif. Lorsqu'on vous appelait petit arabe, c'était péjoratif. Petit blanc, milâtre, vous appelez milâtre aussi. Alors, lorsqu'on appelait les Noirs aussi, on disait des Noirs aussi, et petit nègre d'Afrique, petit Africain, petit nègre Guinée. Eh bien, vous voyez ce que vous dites là, Georges, je confirme aussi pour moi, comme en parenthèse, je déteste ce mot, mais je dois l'admettre, c'est ce qu'on m'appelle un mulâtre. Quand j'ai grandi, bien que mon père était dans toutes les hautes positions politiques, j'ai souffert. Excusez-moi? Pourquoi vous détestez ce mot? Je n'aime pas, je préfère métis. Mulâtre, je le trouve vulgaire, mais je l'accepte. Péjoratif. Oui, il est péjoratif. Je crois que ma génération n'a pas connu vraiment tout ça. Je crois qu'avec ma génération, ça avait déjà vraiment évolué et bon, les choses avaient vraiment changé. Les Arabes s'étaient déjà suffisamment intégrés dans tous les milieux et bon, il n'y avait plus de problème. Mais tu es d'une nouvelle génération. Moi, j'ai jamais ressenti que j'étais autre chose qu'une haïtienne. هنا وفي الغربة تذوب الاختلافات بين العرب فتنصهر لترسم لوحة اجتماعية في غاية الروعة لتعطي درسا وبرهانا في آن واحد لمن يشكك في ذلك. ربيحة زوجة محمد أتت هنا بعد زواجها له قبل 5 سنوات. الهاجس الأكبر كان خوفها من نمط الحياة التي تنتظرها في بلد غريب لا تعرف لغته ولا تشاطره عاداته وتقاليده. Non, moi, je joue une opportunité parce que madame, ouais, sortie d'Haïti, me rencontrer là-bas. Après ça, nous décidons de venir ici, de vivre ici, et marier. Venir pour ici, je vais venir travailler ici. Si j'ai une autre opportunité, parce que tu as gagné la guerre au Liban. Le Liban, c'est un pays qui est un petit genre développé. Là, c'est un pays qui est presque vierge. Et pour que ça me batte, tu as en pile différence. Mais même avec ça, m'adopter rapidement.
Les Syriens et les Palestiniens ont une forte présence en Haïti. La communauté syrienne est très visible et progressiste. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, on ne parle plus d'une colonie arabe, mais plutôt d'Haïtiens de souche arabe. Cette minorité s'est largement intégrée et a contribué à l'épanouissement de l'économie haïtienne. Grand créateur d'emplois, l'apport de ces Haïtiens à l'économie du pays ne peut être négligé. Il y a une partie d'intégration qui s'est, je peux dire, a été positive. Aujourd'hui, j'ai épousé un homme noir, mais à un autre niveau culturel, il y a toujours une barrière et une différence, dans le sens où, encore une fois, la famille arabe va arriver pleine d'excitation, tout le monde est chaleureux, plein, voilà, et la famille haïtienne n'a pas du tout le même comportement au sein familial, etc. Donc là, il y a encore, je pense, un clash. Et qu'on le veuille ou pas, la famille arabe va regarder la famille haïtienne et dire « Ah, on ne va pas toujours se mélanger à eux. » Et c'est pas, nous sommes différents, on ne voit pas la vie de la même façon. Et il y a beaucoup de petites nuances qui, en apparence, ce sont des nuances cachées. On n'en parle pas, ce sont des non-dits. Moi, je suis né en Haïti, je suis haïtien, je ne connais même pas le Proche-Orient, je n'ai jamais été visiter le Liban. J'ai qu'entendu parler du Liban de ma grand-mère. C'est chez les parents de mes amis, surtout qu'on me parlait de la culture arabe, que j'ai beaucoup appris. Alors je connais un peu sur la culture arabe, c'est tout. هو أنا لقيته هون بلد مصغر يعني زي بلادنا العربية وأنا لما إجيت لهون ما حسيت حالي إني أنا جاية على بلد غربة لأنه بصراحة لقيت جيران لإلي عرب سوريين طبعهم حكينا سوا استقبلوني احتضنوني حسيتهم مثل أهلي ما حسيت بفرق. Dans un pays où les forces de l'ordre sont menacées par des bandes armées, les commerçants représentent des proies faciles et sont souvent victimes de la violence qui augmente au fil des jours. Maintenant, tous les magasins ont changé. Vous pouvez voir devant qu'on est caserné à cause de l'insécurité. Et les camions, c'est très difficile pour les camions de venir se garer là pour faire des livraisons de marchandises. Enfin, c'est très difficile. Si vous voulez, vous pouvez regarder devant. Il y a, je crois, 4 ou 5 agents de sécurité qui assurent la sécurité de ma mère et de moi. Ça, je pense pas, c'est une ambiance pour faire commerce, pour mettre une cage. Ça, c'est une prison. Ça, c'est une prison. On peut pas... Pas un monde qui va travailler dans ces conditions, ça. Bah, ça va continuer comme ça, parce qu'on va paniquer ville là chaque jour, on va faire mon pas qu'à investir, mon pipe, il pas qu'à la droite, il pas qu'à la gauche. Et puis, bah, elle a continué, c'est toujours l'enquête se poursuit. Alors, on a demandé, s'il vous plaît, nous électricité, nous sécurité, de quoi pour tout le monde qui travaille en paix, pour nous faire payer un marché puis bien, pour le monde qui a mangé, pour le monde qui a dormi la caillou en paix. Merci beaucoup. Définitivement, tous les marchands sont victimes. Ce n'est pas les magasins seulement, même les marchands sont victimes. Oui, je suis victime déjà, plusieurs fois. Je vais monter ma machine, je vais prendre valise, à tout comme moi là-dedans. Et là, je vais prêter, quand il y a un point, pour ne pas retirer au grand monde, pour pas arriver à demander. Je suis victime plusieurs fois. Plusieurs fois. Pour arriver dans une série de magasins, moi, pour un bon paquet de grillage, une série de caloches, il faut passer 3 fois de montrer dans le magasin. Il y a ce qu'il nous sur les âmes sous. Et puis, deuxièmement, ça va faire mettre gros âmes la caillou tout. On paquet de commerçants là, ça, gros mitraillettes, ils descendent. Mitraillettes, physique, là, ils ont pris leur défense en main. Ils ont bouqué, victimes, ils jetent dans le magasin, ils volent, ils tirent. Ça décourage à faire le business, mais quand on n'a pas le choix, nous avons 2 magasins là depuis longtemps. Et c'est notre travail, c'est ça qu'on sait faire. Alors, et on se débrouille assez bien. Alors, comme ici, on n'a pas le choix, on est là.
Non, quitter bord de mer à cause de l'insécurité, à cause des problèmes qu'il y avait, à cause des attaques que j'ai eues personnellement. Là, tout le monde a cherché pour me sauter à Pétionville. Mais son erreur de la part de l'élite de ce pays. Mais soit fuir de responsabilité ou pas confronter comme l'élite de ce pays, pour malheureux, il fait même la montée d'ailleurs. Et puis là, on va juste sur mon micro pour un bidon vidéo qui a gonflé. Au lieu de nous décentraliser, là, on a centralisé, et puis chaque fois, nous, on a redressé tête nous pour aller à le centre commercial de ce pays, un pays de 8 millions d'habitants, c'est où? C'est à Pétionville. Tout le monde me dit de monter à Pétionville parce qu'il n'y a pas ce trafic qu'on connaît à Port-au-Prince. Mais je préfère rester ici parce que malgré tout, les ventes sont à Port-au-Prince. Pour des raisons économiques, le centre-ville est jusqu'à présent un des points les plus importants pour les commerçants. C'est là où on a le plus de ventes et les provinces s'approvisionnent du centre-ville. Parce que tu as toutes les stations de bus qui sont près du centre-ville, donc ils descendent du bus, viennent acheter, remontent leur bus et retournent en province. Donc on n'a aucun intérêt. On peut ouvrir un deuxième magasin à Delma ou un troisième à Pétionville. Mais je pense que le commerce, le vrai commerce se fait toujours au centre-ville et on n'a pas intérêt à ignorer ça. Et il y a les sentiments aussi. Quand on te parlait du centre-ville auparavant, le bord de mer c'était un paradis. Sous marché là, on a remarqué que chaque monde bon commerce là, on va payer taxes, on va payer rien, son bonne boîte qui devant, on pas capable de juger mon ça parce que c'est la vie à chercher tout. Mais si vous te font marché qui ne coûte presque rien pour faire marché, sous fond marché, on sait des petits marchés de 10 000 mètres carrés. Ça te coûtera, regardez bon, 100 000 pieds carrés, on va faire de 10 $. À $1 million, on va faire 10 000 mètres carrés de marché, on va chaque mon petit morceau, il y a payé un petit cob la banque en direct, on 30 $ par mois. Et puis, on loue l'amour, il y a un bon salle de bain, on ne pas obligé chaque jour pour vous une caisse, retirer tout ça que la caisse là, exposer l'après-midi, redescendre chaque fois qu'on court pour faire. Ou bien là, vous décidez, les bandits décident qu'il y a boule à faire, ils viennent passer gasoline et puis bouler parce que c'est un bagarre. Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est devant que nous fait tout besoin. Les élites de ce pays, les gens qui étudient, qui ont l'argent, il faut prendre responsabilité pour faire, pour mettre l'ordre dans le pays, pour faire barrer le marché. Pour pas qu'à tout le monde a payé, alors on a une mer de pauvreté tout à côté. Alors même si on a l'argent, et puis on va y par les pauvres. Je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que les descendants d'Arabes qui sont dans le pays aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'avenir du pays? Est-ce qu'ils ne devraient pas être conscients que maintenant étant devenus une classe possédante, je pourrais dire, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire? Est-ce qu'ils ne devraient pas prendre conscience qu'ils ont quelque chose à faire et qu'ils devraient peut-être s'impliquer un peu plus? Parce que le descendant de l'arabe est haïtien. Moi, pourquoi je touche l'arabe? C'est notre devoir civil. Les Arabes, actuellement, jouent un rôle actif dans la politique haïtienne. André Aped, d'ascendance libanaise, est parmi les premiers à dénoncer la dérive dictatoriale du régime de Jean-Bertrand Aristide. Donc il y a toute une mentalité à changer parce que pourquoi pas ne pas avoir un président arabe, haïtiano-arabe? Pourquoi pas? On l'a eu à la Jamaïque, avec Siaga, on a eu à Saint-Domingue. Dans le passé récent, il y a eu des Arabes des deux côtés de la barrière. D'un côté, par exemple, sous Aristide, vous aviez M. Ismeri, qui a participé activement à la politique de ce pays. Maintenant, après Aristide, vous avez M. Aped, qui est aussi très actif dans la politique haïtienne. Vous vous rappelez de Malval? Oui. Quand Malval est monté. Malval, Premier ministre. Ça a été notre seul cas. Et malgré ça, il a dû bien faire comprendre que son arrière-grand-père faisait partie des généraux qui ont donné l'indépendance à ce pays. On peut arrêter de voir la chose comme arabe haïtien. Voilà, c'est nous. كان زلزال قوي الله لا يدوق على حد. كنت بالشغل بالماركت انا ومارتي قاعدين على الانفورماسيون سمعت الا مثل مترايز اول شيء مترايز مرتي رأسا قالت لي في قويس قلب الماركت حاصل رقدت هي طلعت وانا طلعت وشفتها زباين والكيسيه الكاسات ما يهربوا ما يطلعوا لبرا بس مثل واحد ضاربني على مخي ما بقى ضيعت
الكاس قدامي يصير على يميني، هداك يصير على الشمال، شيء هالإيتاج يمينك شمالك ولا بضاعة ما تكسر. بس شو أنا فكري بابني، لا بقى في تليفون بيمشي، لا سيلولير، لا شيء ولا شيء. Je dirais que d'une façon générale, le secteur économique, vu sa marginalisation des structures politiques du pays, il peut difficilement avoir d'autres rapports que des rapports personnels et pas des rapports institutionnalisés ou des rapports de groupe avec les autorités nationales. De façon complémentaire, je dirais, les gens qui maîtrisent l'économie, ils en sont arrivés à se protéger d'une certaine façon. Ils ont développé un certain type de rapport aux politiques qui est malheureusement très souvent très strictement la corruption, puisque en fait l'économique n'a pas d'autre choix. On dit que les Arabes sont des corrompus. Mais j'aimerais que vous alliez en province, voir tous les bateaux de contrebande qui rentrent. Les Arabes sont vraiment minoritaires dans ces bateaux-là. Alors ce sont les Arabes qui ont appris à ces gens de faire la contrebande en province. Il faut reconnaître quand même que les Arabes participent jusqu'à présent de la contrebande. Il ne faut pas non plus aller... Il ne faut pas dire que les Arabes sont tous clean et parfaits. الداون تاون لو تنزل وتشوف الداون تاون يعني نزلنا ثاني يوم وثالث يوم ما يعني انا ما اندليت على المحل ما عرفتوش البنايات كانت عاليه ملايين الحكومه كانت عاليه ما نعرف كيف نروح على الشارع تاعنا يعني على الجثث نمشي. يوم مشؤوم يعيش في الذاكرة، حمل الكثير من القصص التي تستحق أن تروى، إلا أنه شكل نقطة تحول أبدية في حياة الكثيرين ممن غيرت الكارثة نظرتهم للحياة. خلانا نعيد حساباتنا كليتها، يعني وين نروح، شلون نشتغل، علاقتنا بيناتنا ببعض العرب صار ارتباط أكثر بعد الزلزال، هذا أثرت فينا. C'est une blessure que je sens très profondément chez mes interlocuteurs d'origine libano-syrienne, c'est de ne pas se sentir accepté comme haïtien après 3-4 générations de présence en Haïti. Je crois vraiment qu'il faut prendre la peine de retourner aux faits, de retourner aux documents, de retourner aux témoignages pour trouver quels sont les faux pas que nous avons commis et voir comment rattraper tout ça. Et je crois que bien comprendre les réalités de la communauté libano-syrienne en Haïti est un pas dans ce sens. Je pense que c'est très nécessaire que toute cette communauté fasse quelque chose, participe politiquement à ce pays. C'est pas qu'on ait des ambitions à être président de la République ou pas, ok? Mais quand même participer dans les partis politiques, participer dans les associations professionnelles, participer dans toutes sortes d'associations caritatives, etc. et aider ce pays. Et on est prêt à le faire. Moi, je n'ai aucune ambition politique. Je crois qu'on a beaucoup d'expérience et on n'a pas besoin de l'argent pour vivre. Donc on pourrait apporter tout notre savoir, enfin tout le savoir de la colonie, pour aider ce pays à démarrer économiquement. Jusqu'à présent, on fait marche arrière dans ce pays. Et il est temps que les gens, ma génération, commencent à participer, ce qu'on peut dire le decision making dans la politique. Il faut qu'on s'intègre d'une façon ou d'une autre. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Moi, je ne peux pas faire le commerce et la politique, mais je peux, si tu veux, influencer la politique dans un sens ou dans un autre. Ensemble, on peut relever ce défi. Moi, je pense fermement à ça. Même si on m'appelle un rêveur. Un plaisir de te connaître. Un plaisir.